réussi à négocier certains avantages. En tant que VIE, on peut négocier certains avantages comme avoir une voiture de fonction, moi j'avais mon logement de remboursé, une partie de ma nourriture le midi de remboursé, mon téléphone portable remboursé aussi. Donc voilà, il y avait plein de choses comme ça qui permettaient que je puisse avoir un package assez intéressant quand je suis venu au Canada. Ma société de consulting à ce moment-là, eux ils ont justifié qu'ils avaient des besoins au Canada. Moi j'ai prouvé avec mon CV et mes expériences et ça a roulé à peu près comme ça. Donc à chaque fois pour venir au Canada il y a différents permis de travail et puis il faut justifier du niveau d'études et de l'expérience professionnelle pour pouvoir justement avoir accès au permis de travail et aussi aux entreprises qui viennent vous recruter. En informatique, il y a un grand besoin de main d'œuvre. Donc toute personne qui a le niveau, je dirais bac+3 et les compétences, trouvera du travail si la personne est un minimum débrouillarde, parce qu'il y a quand même pas mal de recherches à faire en termes de compétences, les noms des postes sont différents, etc. Sur YouTube, concernant les différents entretiens que j'ai passés chez les GAFA, honnêtement, l'anglais, moi j'ai passé des entretiens avec des Chinois, ils parlaient pas bien anglais, quoi. Ils parlaient encore moins bien anglais que les Français que j'ai connus tout au long de ma vie. Et ils gagnent plus de 500 000 $ et leur anglais il est vraiment fatigué, quoi. Donc faut vraiment pas se stresser par rapport à l'anglais. Bonjour et bienvenue sur Data Academy, la chaîne dédiée aux formations et success story data. Je suis Émilie Brenda, data ingénieure, et avec mon amie Charlotte, on a créé ce podcast pour mettre en avant les hommes et les femmes qui font bouger le monde de la data. Bonjour Charlotte. Bonjour Rémi, bonjour Willis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité assez spécial. Il s'appelle Willis. Willis, je te laisse te présenter. Tu pourras présenter ton parcours académique et professionnel pour des Yes. personnes qui vont te découvrir lors de ce podcast. Yes, donc moi c'est Wallis Nana, je suis créateur de contenu, donc j'ai une chaîne YouTube Data from Scratch. Je suis aussi senior data engineer dans une grosse compagnie américaine et en gros dans cette compagnie je crée des data pipelines pour en gérer et transformer des gros volumes de données en temps réel. Et globalement ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'industrie de la data. J'ai commencé en France par des études, j'ai fait un BTS, ensuite j'ai fait un master. J'ai travaillé quelques années en France et ensuite je suis venu au Canada où j'y suis toujours, où je suis devenu canadien depuis quelques semaines. Et donc voilà, je suis assez fier d'être canadien, Félicitations. donc franco-canadien maintenant. Félicitations Donc pour ta voilà merci. naturalisation canadienne. pour, mon parcours en quelques mots. Du Ouais, coup, moi, j'aimerais savoir d'où t'es venu le goût de l'informatique au départ. ouais, Est-ce que c'est parce que ton papa était informaticien ou ça te vient d'où? ouais. Ouais, le goût de l'informatique me vient effectivement en partie de mon papa, que j'ai D'accord. toujours vu entouré d'ordinateurs en quelque sorte. Et puis moi, par la suite, je suis passionné de jeux vidéo, parce que j'ai travaillé dans le jeu vidéo. Et forcément, en étant passionné de jeux vidéo, on passe pas mal de temps sur des PC, donc je me suis aussi... euh, je suis devenu curieux de l'informatique en règle générale, par ces deux côtés, par mon père, et aussi par ma passion pour le jeu vidéo. D'accord. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est une fois que tu termines du coup tes études et que tu obtiens ton Ouais, diplôme, comment ça se passe l'insertion professionnelle? Est-ce ouais. que tu as eu une offre à la fin de ton stage ou est-ce que tu as encore dû postuler et comment est-ce que tu t'y es pris, pardon. À la fin de mon stage, à la fin des 6 mois de mon stage, j'ai eu une offre de CDI. Et ce qui était marrant, c'est qu'au début de mon stage, quand j'ai commencé mon stage, je suis allé chez un client. Donc je travaillais à cette époque-là chez Eiffage, de la construction. Et j'étais consultant là-bas. Et la SS2I pour laquelle je travaillais m'avait placé, mais le client ne savait pas que j'étais stagiaire. Donc pour ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne, moi j'avais donc une rémunération de stage et la SS2I avait déclaré donc un taux horaire, enfin un TGM assez élevé vu que j'étais consultant. Donc eux c'était gagnant pour la SS2I qui plaçait un junior, un stagiaire. Donc ils ont eu 6 mois où ils ont maximisé leur profit, ce qui est tant mieux pour eux. Et par la suite, comme effectivement j'avais fait mes preuves durant ce stage, j'ai continué chez FH en tant que consultant et cette fois-ci en CDI. C'est assez intéressant, ça veut dire que toi, tu as été placé chez le client final. C'est souvent Ouais, stressant, même quand ouais, on a terminé ses études. Mais toi, tu étais ouais. encore en dernière année. Du Ouais, coup, sachant que tu n'avais même pas, enfin,
tu n'étais pas vraiment spécialiste data à ce moment-là parce que tu Ouais. avais plutôt une formation réseau. Comment tu as fait pour te former et pour répondre aux différentes missions qui t'ont été, voilà, qui étaient demandées? Ouais, ça n'a pas été facile. Alors, la chance, c'est qu'au cours de mes études, effectivement, avec le BTS, j'ai été très système et réseau. J'ai fait quand même pas mal de programmation. Chez Supinfo, j'ai fait de la base de données, de la BI. C'est d'ailleurs là-bas où j'ai découvert ce qu'est data, base de données et BI. Et D'accord. ça m'a donné les bases pour pouvoir ensuite être un peu plus à l'aise chez le client, même si quand on est avec un quotidien chez le client, c'est pas facile. Donc, quand même, les CS2I à l'époque nous avaient formés avant de nous envoyer chez le client sur les technologies. Et puis on a pu être formé pendant un mois avant d'être mis sur le terrain, ce qui m'a permis d'avoir une insertion professionnelle enfin, plus facile, mais ça Ouais. n'empêche que c'était quand même stressant. Il y avait pas mal de choses à faire, pas mal de choses à apprendre, des technologies que je connaissais pas forcément. Donc ça a été une épreuve, mais je pense véritablement que c'est le meilleur pour apprendre en vérité, c'est de passer à travers ces épreuves parce que honnêtement on apprend beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement sous pression, même si c'est difficile au quotidien. Donc, ça Totalement. veut dire que tu finis ton stage de fin d'études, tu y es pris Ouais, en CDI, tu continues dans ouais, la même entreprise dont le client final qui est Eiffage, ouais, et du coup, tu fais tes preuves en tant que ouais, consultant data. À ce moment-là, exactement. tu travailles sur quelle technologie de data? Ouais. Ouais. Tu as à quel poste on fait data ingénieur, data scientist, data analyst? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors la séparation en termes de data engineer, data scientist et data analyst n'existait pas encore à l'époque, mais j'étais D'accord. l'équivalent de data engineer, puisque à l'époque je construisais des ETL, une infrastructure ETL, donc avec des outils comme SQL Server, SSIS, SSAS et SSRS, où on construit, on récupère les données de la source, on transforme les données, on les stocke, et ensuite on fait du reporting. Et donc je faisais tout de A à Z. Ouais. Donc SSIS, c'est vraiment l'outil en fait de Microsoft pour faire des ETL. Mhm. Donc c'était super intéressant pour pouvoir commencer parce qu'il y avait un mélange de drag and drop et on faisait aussi de la programmation, que ce soit en SQL, en Transact SQL, mais aussi en .NET. Donc ça c'était super intéressant de mixer tout ça. Ouais. Et puis honnêtement c'était sur des données assez intéressantes, c'était sur un système RH, donc ça permettait de découvrir l'entreprise Eiffage sous un autre angle que peu de gens connaissent. Et donc, d'accord. Tu termines cette expérience-là, tu décides, Ouais. sous un coup de tête, de partir au Canada, ou est-ce qu'il y a eu d'autres Alors pas expériences encore. avant ça? Pas encore, il y a une autre expérience. J'ai fait à peu près 2 ans et demi chez Eiffage. C'est vraiment expérience super enrichissante. Les gens que j'ai connus là-bas, je suis encore en contact avec eux. C'était vraiment une équipe adorable. Ensuite, je suis parti travailler chez PSA, Ok. Peugeot Citroën, Ouais. où j'y ai fait un an, où pareil, je mettais en place une infrastructure data, des ETL, donc dans le domaine de l'automobile, donc chez Peugeot Citroën, pour analyser le chiffre de vente des véhicules vendus dans le monde, donc de Peugeot Citroën. Donc pareil, infrastructure data, des ETL à mettre en place avec du SQL Server. Donc c'est à Mhm. peu près ce que fait un data engineer actuellement. Donc mettre en place des ETL pour ensuite livrer de l'information à différents types de personnes. Ça pouvait être des analystes, des gens plus scientifiques ou des gens plus produits. Donc ça c'est à peu près ce que j'ai fait. Pareil, je l'ai fait pendant un an et puis l'équipe était vraiment exceptionnelle. Donc j'ai vraiment adoré travailler dans ces deux contextes. France, c'était génial. D'accord. Et une fois que tu termines chez Peugeot Citroën, c'était toujours pour la même boîte de Presta ou c'était pour une autre? Exactement, ouais. C'est C'était toujours la la même. même boîte de Presta. Ouais. Voilà. Donc une fois que tu termines cette expérience-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je veux à tout prix qu'on chute sur le Ouais. Canada. Et ensuite, c'est là où je pars au Canada, justement, après cette expérience chez PSA, où j'arrive à décrocher un VIE. Ok. Donc, c'est un contrat en volontariat international en entreprise qui permet, pour des gens qui ont un passeport européen, de pouvoir partir dans d'autres pays dans le monde. Donc, en fait, ce Mhm. qui se passe, c'est qu'avec cette société de prestation, elle était au Canada, donc elle m'a envoyé en tant que VIE au Canada. Donc, C'était chose toujours la importante, même entreprise ou c'était une autre? toujours la même entreprise. Ok. Toujours la même entreprise. Donc je suis parti avec eux en VIE. C'était intéressant puisque en VIE, bah, il y a c'est pas un salaire, mais c'est on va dire une rétribution financière qui va être donnée en fonction du niveau de vie, du coût de la vie du pays. Donc par Ok. exemple, ça va être un salaire de 2500 euros que tu vas avoir par mois en tant que VIE, sachant que l'euro est plus fort que le dollar depuis longtemps. C'était aussi le cas à l'époque, ça m'a permis justement de vivre confortablement. Puis j'avais d'autres avantages, comme par exemple 6 semaines de congé. Au Canada, il y D'accord. a généralement 2 semaines de congé. Donc 6 semaines de congé, c'est quand même très sympa.
Il y avait aussi l'assurance santé. L'assurance santé à l'étranger, ça coûte cher. Donc, Ouais. c'était pris aussi en charge avec le VIE, donc c'était super cool. Et dernier élément, c'est que j'avais réussi à négocier certains avantages. En tant que VIE, on peut négocier certains avantages comme avoir une voiture de fonction, moi, j'avais mon logement de remboursé, une partie de ma nourriture le midi de remboursé, mon téléphone portable remboursé aussi. Donc voilà, il y avait plein de choses comme ça qui permettaient que je puisse avoir un package assez intéressant quand je suis Moi, venu au j'aimerais Canada. savoir quelles sont les compétences clés qui t'ont Hmm. boosté à partir au Canada, en fait. Est-ce que c'était, enfin, quels ont été les critères de sélection? Ouais, alors, moi j'avais déjà vécu à l'étranger. J'avais fait un an à Londres. J'avais fait en fait un an à Londres quand j'étais chez Supinfo. Et j'avais envie de repartir à l'étranger. Donc pour moi, c'était important d'aller dans un pays avec une autre culture très différente de la France. Une terre où il y a beaucoup d'opportunités. Je voulais aussi découvrir l'Amérique du Nord. Donc pour moi, le Canada a été un pays assez que j'ai privilégié parce que c'est un pays qui me semblait accessible et intéressant. Donc ça a été plutôt qu'aux États-Unis, je voulais pas forcément aller aux États-Unis pour le moment, en tout cas à ce moment-là. Donc le Canada m'a intéressé. Et comment ça se passe quand on décide d'y vivre, du coup? Enfin, sur le plan administratif, est-ce que tu avais des choses à faire? Et comment tu t'y es pris? Ouais, il y a beaucoup de choses à faire pour l'administratif pour le Canada. En VIE, c'est un peu particulier parce qu'on est accompagné c'est Business France qui fait ça. Mais globalement, la procédure est la même pour tous les permis de travail. Faut avoir un passeport, évidemment. Mais aussi, il faut pouvoir justifier de ton expérience professionnelle ou de diplôme. Donc moi, étant D'accord. donné que j'étais envoyé par ma société de consulting à ce moment-là, eux, ils ont justifié qu'ils avaient des besoins au Canada. Moi, j'ai prouvé avec mon CV et mes expériences, et ça a roulé à peu près comme ça. Donc à chaque fois, pour venir au Canada, il y a différents permis de travail, et puis il faut justifier du niveau d'études et de l'expérience professionnelle pour pouvoir justement avoir accès au permis de travail et aussi aux entreprises qui viennent vous recruter. Est-ce qu'un diplôme français est reconnu au Canada? La plupart du temps, oui, mais ça dépend quelle spécialité. Il y a beaucoup de D'accord. spécialités au Canada et puis au Québec, qui sont deux aspects du Canada très différents. Le Canada et le Québec, c'est très différent. Au Ok. Québec, il y a un côté, il y a des ordres, comme les ordres du médecin, les ordres des bibliothécaires, etc. Où si le métier est soumis à un ordre, dans ce cas-là, il faut faire une reconnaissance de diplôme, voire aussi refaire une partie d'études pour pouvoir pour pouvoir travailler dans le secteur qui vous intéresse, en tout cas dans le poste qui vous intéresse. Donc, il faut regarder en fonction des postes qui intéressent les gens, si s'il y a besoin de refaire des études ou de postuler à l'ordre pour pouvoir être legit pour travailler sur le poste en question. Ça, c'est en dehors de l'informatique. En D'accord. informatique, il y a un grand besoin de main-d'œuvre. Ouais. Donc, toute personne qui a le niveau, je dirais bac+3 et les compétences trouvera du travail si la personne est un minimum débrouillarde, parce qu'il y a quand même pas mal de recherches à faire euh, en termes de compétences, les noms des postes sont différents, etc., etc. L'élément fondamental, c'est d'avoir les compétences et d'avoir accès aux entreprises. Quand Ok. on postule depuis un pays étranger, c'est toujours plus difficile. Ouais. Si moi j'ai eu la chance que j'ai été envoyé au Canada via une entreprise, mais si Oui. j'avais postulé de France au Canada, ça aurait été tout aussi difficile. Donc en D'accord. fait, il faut être capable de cibler les entreprises qui recrutent à l'étranger, enfin des étrangers, parce que eux sont plus aptes à faire les procédures pour faire venir les gens, quel que soit le continent. Il y a Ok. énormément d'Indiens qui viennent côté anglophone, Toronto, Vancouver, et eux, ils ont les mêmes problématiques de trouver des sociétés qui ont l'habitude de faire venir des gens. D'accord. Parce que au Canada, ce qui va primer, c'est au Québec, c'est la langue, parler français, et ensuite le diplôme, en tout cas, avoir des diplômes et les compétences qui vont te permettre d'accéder au permis de travail. D'accord. Donc, il faut D'accord. vraiment avoir la langue et le diplôme pour ensuite avoir accès aux entreprises qui vont ensuite avoir l'habitude. Par exemple, Desjardins, qui est une banque au Canada, l'équivalent de, on va dire, Crédit Mutuel, c'est à peu près la même chose, et bah, eux, ils ont l'habitude de faire venir soit des Français, que ce soit des Sénégalais, des Camerounais, mais il faut vraiment
que tu répondes à des cases, que l'immigration, c'est répondre à des cases, rentrer dans des cases pour qu'il y ait pas de, ce soit pas trop difficile. Si tu rentres pas dans des cases, là, c'est le plus Et du difficile. coup, quelle est la place de l'anglais en fait dans toute cette procédure? Est-ce qu'il faut Ouais. forcément avoir une bonne base en anglais pour s'en sortir au Canada ou pas forcément besoin? Alors, je dirais que l'anglais au Québec n'est pas obligatoire. Par contre, l'anglais au Canada est obligatoire parce que le reste du Canada, si on compte pas le Québec, est anglophone. Ça, c'est en règle générale. Maintenant, si on parle en informatique, je dirais en informatique, l'anglais est obligatoire parce que le Canada est intrinsèquement lié aux États-Unis. Et donc, toutes les technologies, toutes les personnes avec qui les informaticiens travaillent au Canada, à un moment donné, ils vont devoir parler de l'anglais. À un moment donné, que ce soit si la personne fait du Spark ou du Databricks et il y a une conférence à faire pour savoir un peu plus, ça sera en anglais, ça sera Et pas en toi, tu français. parlais déjà anglais quand tu es parti au Canada ou est-ce que tu as appris au Canada? Je parlais un peu anglais, mais mon anglais était pas terrible. Ok. Et c'est en exerçant, en parlant avec des collègues au quotidien que j'ai appris l'anglais. Puis surtout, j'ai travaillé chez Ubisoft pendant 4 ans. C'est à Montréal un des plus gros recruteurs. Et la majorité des gens, enfin beaucoup de gens chez Ubisoft parlent anglais. D'accord. Donc par la force des choses, euh, t'apprends l'anglais parce que c'est présent dans ton quotidien. Ouais. Après, je pense que par exemple les Français vont avoir très peur de l'anglais parce qu'ils vont se dire ah mon accent, ah j'utilise pas le bon mot, mais en fait on s'en fout. Honnêtement, là je prépare des vidéos pour ma chaîne YouTube concernant les différents entretiens que j'ai passés chez les GAFA. Honnêtement, l'anglais, moi j'ai passé des entretiens avec des Chinois, ils parlaient pas bien anglais quoi, ils parlaient encore moins bien anglais que les Français que j'ai connus tout au long de ma vie et ils Mhm. gagnent plus de 500 000 dollars et leur anglais il est vraiment fatigué quoi. Donc, faut vraiment pas se stresser par rapport à l'anglais. C'est une langue assez simple. Il faut aller toujours au plus simple. Donc, pas de stress pour l'anglais.